Il y a exactement un mois, les États-Unis et Israël lançaient des frappes aériennes massives sur l'Iran. L'objectif affiché, neutraliser la menace nucléaire iranienne et rétablir l'ordre américain au Moyen-Orient. Mais un mois plus tard, ce qui devait être une démonstration de puissance est en train de se retourner contre ses architectes. Le pétrole dépasse les $100 le baril. Le détroit d'Ormuz est verrouillé. Et pour la première fois de l'histoire, des navires paient leur passage en yuan chinois, pas en dollars. Aujourd'hui, on décortique ce qui est peut-être le paradoxe géopolitique le plus stupéfiant de cette décennie. Comment une guerre censée consolider la domination américaine pourrait en réalité précipiter son effondrement. Revenons d'abord sur l'événement qui a cristallisé toutes les tensions cette semaine. Le 25 mars, l'Iran a officiellement rejeté le plan de cessez-le-feu américain en 15 points, transmis par le Pakistan en tant qu'intermédiaire. Ce plan couvrait un large spectre, levée progressive des sanctions, démantèlement du programme nucléaire iranien, limitation des capacités balistiques et surtout, c'est le point crucial, la réouverture inconditionnelle du détroit d'Ormuz au trafic maritime international. Téhéran a qualifié ces conditions de maximalistes et déraisonnables. Et en réponse, l'Iran a posé ses propres conditions. 5 exigences, pas une de moins, la cessation complète des frappes et des assassinats ciblés, des garanties concrètes contre toute future agression, le paiement de réparations de guerre, la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris contre les groupes alliés comme le Hezbollah, et enfin, la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Car en exigeant cette reconnaissance, l'Iran ne se contente pas de défendre un bout de mer, il protège ce qui constitue son levier stratégique le plus puissant, tant que Téhéran contrôle ce passage par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. Il dispose d'une arme économique que ni les bombardiers B-1 ni les parachutistes de la 82e division aéroportée ne peuvent neutraliser. En refusant un plan qui lui aurait fait perdre cet avantage sans garantie réelle en retour, l'Iran fait un pari calculé, misé sur le temps et la pression économique, plutôt que sur la négociation sous les bombes. Mais le développement le plus spectaculaire de cette crise ne se joue pas dans les salles de négociation. Il se joue sur l'eau. Depuis la mi-mars, l'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en un véritable poste de péage. Les experts maritimes de Lloyd's List Intelligence ont été les premiers à documenter ce qu'ils appellent désormais le péage de Téhéran. Le fonctionnement est redoutablement simple. Chaque navire souhaitant transiter doit soumettre son manifeste, les détails de son équipage et sa destination aux gardiens de la révolution. Ceux-ci procèdent ensuite à un filtrage géopolitique, vérifiant les sanctions, la nature de la cargaison et surtout l'alignement politique du pays d'origine. Les navires jugés non hostiles, ceux de Chine, d'Inde, de Malaisie, d'Égypte ou de Corée du Sud, sont autorisés à passer. Les autres restent bloqués. Près de 2000 navires font actuellement la queue de chaque côté du détroit, selon l'Organisation maritime internationale. Et voici où les choses deviennent véritablement historiques. Certains navires paient désormais un droit de passage pouvant atteindre 2 millions de dollars par traversée. Et ce paiement, selon Lloyd's List et plusieurs sources concordantes, s'effectue en yuan chinois via le système CPS, l'alternative chinoise au réseau SWIFT. Un parlementaire iranien l'a confirmé publiquement cette semaine en déclarant, je cite, que la guerre ayant un coût, il était naturel que l'Iran perçoive des frais de transit. Le Parlement iranien travaille d'ailleurs activement à la formalisation législative de ce système de péage. Ce qui a commencé comme une mesure de guerre improvisée est en train de devenir une politique institutionnelle. L'Iran ne veut plus simplement bloquer le détroit. Il veut le gérer, comme un nouveau canal de Suez, mais sous contrôle des gardiens de la révolution. Prenons maintenant un peu de recul pour comprendre pourquoi ces paiements en yuan sont si significatifs. Depuis les années 1970, le système financier mondial repose sur un accord tacite. Le pétrole se vend en dollars. Point final. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar et c'est l'un des piliers qui soutient la demande mondiale pour le billet vert permettant aux États-Unis de financer leur dette colossale en émettant des obligations que le monde entier achète. Quand un pétrolier paie son passage en yuan plutôt qu'en dollars dans le couloir maritime le plus stratégique de la planète, ce n'est pas un simple détail comptable, c'est une brèche dans l'architecture financière mondiale.
Si cette pratique se généralise, et les données montrent que les transactions sur le réseau CIPS ont atteint des niveaux records en mars 2000, pourraient commencer à s'éroder. Et le problème va plus loin. Avant cette guerre, les États du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït achetaient de la sécurité militaire américaine en échange du recyclage de leurs pétrodollars dans les bons du Trésor américain. Or, cette guerre a profondément ébranlé cette équation. L'Iran a frappé des installations énergétiques en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats. La promesse de protection américaine s'est révélée dans les faits insuffisante pour empêcher ces attaques. Quand le protecteur ne protège plus, pourquoi continuer à payer la prime d'assurance? Pendant que le Moyen-Orient brûle, un autre bouleversement se déroule en silence de l'autre côté de la Méditerranée. L'Europe accélère sa transition énergétique à un rythme que peu avaient anticipé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, pour la première fois de l'histoire, l'éolien et le solaire ont produit davantage d'électricité que l'ensemble des énergies fossiles dans l'Union européenne, 30% de la production électrique totale. Le solaire à lui seul a généré 369 TWh, en croissance de plus de 20% pour la 4e année consécutive. Les ventes de véhicules électriques continuent de progresser, avec environ 8 millions de voitures électriques circulant sur les routes européennes, réduisant la consommation de pétrole de quelques 46 millions de barils en 2000. Mais c'est la crise actuelle qui transforme cette tendance en urgence stratégique. Avec le baril au-dessus de $100, les importations européennes de pétrole devraient dépasser 300 milliards d'euros en 2026, dont 80 milliards de surcoûts directement attribuables à la volatilité liée à la guerre. Chaque euro investi dans le solaire ou un véhicule électrique devient, dans ce contexte, non plus un choix écologique, mais un acte de souveraineté économique. Et c'est précisément là que réside le paradoxe le plus profond de cette crise. En cherchant à sécuriser les approvisionnements pétroliers par la force militaire, les États-Unis rappellent involontairement à l'Europe pourquoi elle doit s'en affranchir. Chaque missile tiré dans le golfe Persique renforce l'argument en faveur des panneaux solaires et des batteries. Et puis, il y a le nerf de la guerre, au sens littéral. 19 jours après le début du conflit, le coût pour l'armée américaine était déjà estimé à 18 milliards de dollars. Le Pentagone a demandé 200 milliards supplémentaires. 200 milliards, dans un contexte où le déficit budgétaire américain était déjà une source majeure d'inquiétude pour les marchés. Les bourses mondiales souffrent. Le S&P 500 a enchaîné 5 semaines consécutives de baisse, la plus longue série en près de 4 ans. Le Nasdaq est entré en territoire de correction. Et pendant que Washington dépense des milliards pour tenter de rouvrir un détroit qu'il n'avait pas besoin de fermer, des alternatives financières au dollar prennent racine. Yuan, système de paiement alternatif, circuits commerciaux bilatéraux qui contournent le système bancaire occidental. C'est là que le cercle vicieux se referme. La guerre creuse le déficit. Le déficit fragilise la confiance dans le dollar. La fragilisation du dollar réduit l'attractivité des obligations américaines. Et cette perte d'attractivité complique encore davantage le financement du déficit. Ce que certains analystes redoutaient comme un scénario théorique est en train de devenir, sous nos yeux, une dynamique réelle. Alors, que retenir de tout cela? Cette guerre devait, dans l'esprit de ses concepteurs, réaffirmer la puissance américaine, neutraliser la menace iranienne, sécuriser les flux pétroliers, maintenir l'ordre établi. Mais un mois après les premières frappes, le bilan provisoire raconte une toute autre histoire. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz et l'a transformé en source de revenus. Le pétrodollar subit ses premières fissures visibles. L'Europe redouble d'efforts pour se libérer de sa dépendance au pétrole. Et le déficit américain s'envole. Nous assistons peut-être à l'un de ces moments rares où une guerre, au lieu de renforcer l'ordre qu'elle prétendait défendre, en devient le catalyseur de dissolution. Le rapport de force économique mondiale est en train de se redessiner, non pas dans les salles de guerre, mais dans les terminaux portuaires du détroit d'Ormuz, dans les usines de panneaux solaires européennes et sur les écrans des traders qui, jour après jour, réévaluent le prix de la confiance dans le dollar. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de cette crise.